Très bien. Et maintenant? Ah? Non, madame, toujours pas. C'est toujours pas partagé. Si. S'il vous plaît, pour les deux sessions. Hein? Oui, madame, c'est pas partagé. Non, madame, c'est pas partagé. Très bien. Donc, je vais voir ce qui se passe. Mais j'ai ici, normalement, le partage, je l'ai ici, s'il vous plaît. Donc, je vais refaire tout à nouveau. Très bien. Donc, Oui, madame, c'est partagé. Non, madame. Lardi alaikum. Madame, Bon, je ne m'attendais pas à ce nombre d'effectifs, vu que vous étiez peu nombreux dans les séances précédentes. Donc, vous patientez, je vais voir ce que je peux faire, s'il vous plaît. Très bien. Et maintenant, s'il vous plaît? madame. Mhm. Non, Madame, madame. toujours pas. Toujours pas. Non, madame. Oui, oui, je vous écoute. J'ai des questions. S'il vous plaît. Madame, on n'a rien reçu. S'il vous plaît, ça c'est pour quelle session? Est-ce que c'est pour les deux sessions? N'est pas partagé l'écran. Cette dernière session que vous avez ouverte, madame, l'écran n'est pas partagé. Et pour la première? Si vous avez une mission de conseil, l'auditeur interne a la possibilité d'auditer des opérations dont il a été auparavant responsable, ce qui n'est pas le cas pour une mission d'assurance. Bien sûr, cette question elle a une relation avec les normes d'audit. On a vu dans les normes d'audit que l'auditeur il peut avoir deux missions. Sa mission principale, c'est la mission d'assurance. Et sa mission annexe ou bien sa mission accessoire, ça peut être aussi une mission de conseil. D'accord? Et nous avons vu que dans le cadre d'une mission d'assurance, parce que le rôle de l'auditeur ici, c'est quoi? C'est de pouvoir, bien sûr, établir un rapport d'audit en essayant de présenter toutes les anomalies détectées, bien sûr, plus les recommandations. Et nous avons vu aussi que dans le cadre d'une mission d'assurance, l'auditeur ne peut pas auditer une opération dont il a été auparavant responsable. Je vous donne un exemple très simple. Supposons que l'auditeur, il a assisté l'entreprise dans une acquisition d'IMO, c'est-à-dire c'est lui qui a fait l'audit d'acquisition. Il ne peut pas venir après pour auditer cette opération. Est-ce que c'est clair? C'est dans le cas d'une mission d'assurance. Par contre, nous avons vu dans le cas d'une mission de conseil, il peut le faire. Donc, quelle est la bonne réponse ici? C'est la réponse B. C'est faux. Non. Oui, madame. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai, S'il vous plaît, faites attention. C'est vrai. S'il vous plaît. Vrai. Oui, faites attention. Il y a parfois comme une différence de lettres, une différence de mots. Ça peut faire la différence. Donc, s'il vous plaît, désactivez vos micros, largalikum. Donc, s'il vous plaît, le fait que, c'est-à-dire les circonstances l'imposent, on a l'imtihan d'audit sous forme de QCM. C'est-à-dire, je ne pourrais pas vous donner des études de cas à faire parce que ce n'est pas possible. Donc, je répète, l'imtihan de l'audit général, il a été imposé par les circonstances actuelles. On doit donner un QCM. Donc, il faut bien lire la question. S'il vous plaît. Parce que parfois, il y a une lettre qui peut faire la différence au niveau des réponses. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, la bonne réponse est A. C'est vrai. C'est-à-dire, puisqu'il s'agit d'une mission de conseil, l'auditeur, il a le droit de, bien sûr, d'auditer les opérations dont il a été auparavant responsable. Si, par exemple, je vous dis dans le cas d'une mission d'assurance, la bonne réponse est faux. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà, c'est-à-dire il y a juste la nature de la mission qui va faire la différence. Est-ce que c'est clair? Donc, s'il vous plaît,
vous avez assez de temps. Lisez bien la question. Faites attention à tous les mots qui sont écrits pour avoir la bonne réponse. Est-ce que c'est clair? Très bien. Pour cette question, pas de, s'il vous plaît, pour cette première proposition, pas de questions. Je vais aller point par point. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Madame, Pardon? Madame, c'est possible. S'il vous plaît, prenez le QCM لعندكم. S'il vous plaît, là, le QCM, je l'avais envoyé il y a 15 jours ou plus. C'est-à-dire, moi, je m'attendais à ce que vous l'avez déjà fait et je vous ai envoyé le corrigé aussi. D'abord, je vous explique. Voilà, pour moi, l'écran est partagé. L'écran est partagé. Je ne sais pas sur le problème, les cas. D'accord? Donc, vous prenez le QCM, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc, je passe à la deuxième question. Vous avez un système de contrôle interne défaillant ne peut en aucun cas affecter la mission de l'auditeur. Ça veut dire, quand un auditeur vient auditer, peu importe la qualité du contrôle interne, il peut continuer normalement sa mission d'audit. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. C'est pas possible. C'est faux. C'est pas possible. Très bien. C'est-à-dire, ça nous l'avons. Voilà, ça nous l'avons déjà eu. C'est-à-dire la première étape dans la mission d'audit, c'est-à-dire dans la phase réalisation, c'était quoi? C'est l'évaluation du contrôle interne. Et cette évaluation se fait par deux tests, le test de conformité et le test de permanence. C'est-à-dire, si le contrôle interne comporte quelques irrégularités, c'est bon. C'est-à-dire, on va établir un premier rapport d'audit pour donner les recommandations nécessaires. Et après, bien sûr, l'auditeur peut terminer sa mission. Si l'auditeur interne est fiable, la mission d'audit, il va se continuer normalement. Mais si l'auditeur interne est complètement défaillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire absence de procédure. Par exemple, l'auditeur, il veut contrôler, c'est-à-dire le cycle achat, il ne trouve pas la procédure d'achat. Automatiquement, il ne pourra pas suivre sa mission. La seule recommandation, c'est mettre en place la procédure d'achat. Il se peut maintenant que la procédure existe, mais elle est totalement défaillante. C'est-à-dire, elle n'est pas formalisée, elle n'est pas mise à jour, le personnel ne travaille pas avec. C'est-à-dire, quand on dit, suite aux deux tests, que le contrôle interne est défaillant, la mission d'audit va s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'auditeur ici, qu'est-ce qu'il va dire? Il va proposer une amélioration ou bien une mise à jour et une correction de la procédure et ce n'est qu'après qu'il peut continuer sa mission. Donc, la bonne réponse ici, c'est faux. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. C'est bon? S'il vous plaît, donc regardez. Alors, si je changerai la structure de la phrase, la réponse va changer. Si par exemple, je vous dis un système de contrôle interne défaillant peut affecter la mission de l'auditeur. Dans ce cas, c'est vrai. Est-ce que vous avez compris? C'est un jeu de mots. Oui, maman. Voilà, donc il faut bien lire la question, s'il vous plaît. Ici, j'ai dit ne peut en aucun cas. Yani même qu'il va, par exemple, interrompre la mission d'audit. C'est bon? Très bien. Donc, s'il vous plaît, comme l'audit, surtout, presque 80% de la qualité des réponses dépend de la compréhension des questions. Voilà. Parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que normalement, l'examen d'audit, on le donne sous forme d'étude de cas. On a besoin plus de temps et ainsi de suite. Mais vu que je ne peux pas faire la chose, au moins, il faut donner un examen au niveau, s'il vous plaît. Très bien. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, madame. Madame, quand on parle de la défaillance et les anomalies, quelle est la différence? La défaillance, c'est-à-dire vous avez le niveau d'anomalie est trop élevé. D'accord? Défaillance, ça veut dire makhdemch, tout simplement. Mais si je vous dis, par exemple, un contrôle interne comportant des anomalies ne peut en aucun cas affecter la mission de l'auditeur, vrai. Lorsqu'il y a je vous donne un exemple très simple. Supposons qu'il y a la procédure, mais il y a une procédure. Cette procédure est formalisée, mais il y a quelques erreurs à corriger dans la procédure.
Ça veut dire qu'il y a des anomalies. L'auditeur peut recommander la correction de la procédure, mais il peut terminer sa mission. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire pourquoi? Parce que vous avez les deux tests. Il est que nous, le résultat des deux tests de conformité, de permanence, si vous voulez, sont négatifs, d'accord? Alors, il peut terminer sa mission. Mais si, par exemple, on a fait le test de permanence, la procédure est là, mais, de conformité, la procédure est là, elle est conforme. Mais au niveau du test de permanence, on a constaté qu'il y a un problème au niveau de l'application de la procédure. Et là, le contrôle interne n'est pas défaillant, mais il comporte quelques anomalies. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire anomalies, quelques irrégularités, mais qui sont corrigeables et qui n'empêchent pas l'auditeur, s'il vous plaît, qui n'empêchent pas l'auditeur à continuer normalement sa mission. Mais défaillant, ça veut dire qu'il comporte beaucoup d'irrégularités, donc il ne peut servir à rien du tout. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Madame, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui, oui. Par rapport aux étapes de la procédure de l'audit, il doit d'abord accepter la mission, oui, apprécier le contrôle, ou bien il doit… S'il vous plaît, on verra cette question, je pense que je l'avais déjà donnée. D'accord? Donc, je suis d'abord les questions par rapport à la question que je traite. Madame. Pour chaque… Parce que j'ai une autre révision avec un autre groupe, s'il vous plaît, après. Quand je pose une question, les questions par rapport à cette idée-là. Mais on fera ça au fur et à mesure. Oui. Oui? Je vous écoute. Madame, on peut conclure qu'en fait, un système de contrôle interne qui est défaillant, il impacte directement en fait le travail de l'audit. Bien sûr, parce que ici, l'auditeur, sur quelle base il va terminer sa mission? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir son premier rapport, c'est-à-dire donner des recommandations pour améliorer le contrôle interne, et ça y est, on s'arrête là. Si, par exemple, l'entreprise fait ses recommandations, les applique, l'auditeur, il peut revenir par la suite pour pouvoir auditer. Mais c'est là, comme toujours, ce qu'on a vu dans le cours, la procédure achat. L'auditeur, il veut contrôler, par exemple, le cycle achat-fournisseur. Il trouve que la procédure d'achat, il n'existe pas. Qu'est-ce qu'il va auditer? Parce qu'on audite par rapport à des procédures, s'il vous plaît. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la société, mettre en place la procédure. Et il se peut, par exemple, que la procédure est là, mais elle est totalement défaillante. D'accord? Soit il y a des nouveautés sur le plan réglementaire que la société n'a pas pris en considération ça dans les procédures, soit le personnel n'utilise carrément pas cette procédure. Dans ce cas, à partir des deux tests, si l'auditeur juge avec le contrôle interne, dit que la procédure n'est pas formelle, ne fonctionne pas, alors automatiquement, il ne va pas terminer sa mission, c'est-à-dire aller à l'examen de cohérence, le contrôler et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Ah oui, c'est clair. Merci, madame. Voilà. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit c'est une étape très importante dans la mission d'audit, c'est l'évaluation du contrôle interne. Et suite à ce résultat, d'ailleurs, n'oubliez pas, et je vous l'avais dit, je pense, suite au résultat de cette évaluation, on détermine l'ampleur d'audit. L'audit interne, il y a des irrégularités, mais qui ne vont pas empêcher la continuité de la mission. Dans ce cas, l'auditeur, pour avoir une certaine assurance, il va contrôler plus profondément. Il est que le contrôle interne, il est totalement fiable. Alors, il va réduire dans ce cas, c'est-à-dire le point de contrôle. Est-ce que vous avez compris? On a déjà le contrôle interne d'Emzien. Si le contrôle interne est totalement défaillant, il ne peut pas auditer pour la suite. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui. Madame, est-ce qu'il ne peut pas juste donner des solutions pour ces problèmes-là, contrôle interne, et puis terminer sa mission? Là, mais il doit attendre à ce que ces solutions soient mises en place. Ah, d'accord. Donc, il donne des Voilà. et puis il revient. Bien sûr. N'oubliez pas que suite à l'évaluation du contrôle interne, l'auditeur, il va établir une lettre. Est-ce que vous avez compris? D'ailleurs, je vous l'avais dit. Et à partir de cette lettre, il va aviser le mandataire que le contrôle interne n'est pas fonctionnel, donc il doit être corrigé. D'accord? La suite de la mission, là, c'est toujours par rapport au contrôle interne.
Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Merci. Je vous en prie. Bien. Donc, je passe à la Madame, troisième. Oui, cette lettre, c'est celle, la lettre d'affirmation? c'est ça. D'accord? D'accord, merci, madame. Très bien. Dans le cadre d'une mission d'assurance, l'auditeur interne n'a pas le droit de considérer les risques qui n'entrent pas dans le périmètre de sa mission. C'est-à-dire, n'oubliez pas que l'une des étapes fondamentales en termes d'audit, c'est la prise en considération de tous les risques éventuels. On vous dit ici que dans le cas d'une mission d'assurance, l'auditeur ne doit pas s'intéresser aux risques qui n'entrent pas dans le périmètre de sa mission, le champ de la mission. Je vous donne un exemple très simple. L'auditeur, par exemple, il audite le cycle achat-fournisseur. Il y a, par exemple, un risque qu'il a constaté dans le niveau des clients vente. Est-ce qu'il va le prendre en considération? Non. Non. Donc, quelle est la bonne réponse? Non, madame. Faux. Là. Vrai. Voilà. Voilà. Donc, s'il vous plaît, on a la négation. Alors, comme l'auditeur n'a pas le droit de considérer. Il a le droit de considérer, c'est faux. Faites attention. Là, c'est vrai. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'au niveau de la mission d'assurance, c'est la mission principale. L'auditeur ne doit s'intéresser qu'aux risques qui entrent dans le périmètre de sa mission. Ni plus ni moins. Par contre, dans la mission de conseil, il peut considérer les autres risques. Madame, on vous entend pas. S'il vous plaît, j'entends plus rien. واش le problème عندي ولا من عند البروف ولا Madame, le son. La connexion, je pense. Un problème de connexion. Madame. Madame, بغينا كوسي. Hein? Normalement, certification absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Madame, pouvez-vous répéter que Madame, vous avez en train de à l'issue, On a je rien répète. Madame le son, chat. Donc, à l'issue d'une mission d'audit comptable et financier, c'est-à-dire après une mission d'audit comptable et financier, l'auditeur interne doit émettre une certification absolue des états financiers. Yanina, la question sur la certification absolue. Vrai ou faux? Non, madame. Madame, c'est faux. C'est faux, madame. Très bien. Qui a l'habilité de il doit émettre C'est une situation raisonnable et non absolue. Très bien, c'est le commissaire aux comptes. Or, l'auditeur interne n'est pas un commissaire aux comptes. Très bien, c'est-à-dire ce qu'il peut émettre, c'est une opinion motivée. Retenez bien ça, s'il vous plaît. D'accord? Faites attention. Le seul qui a la possibilité de certifier, c'est le commissaire aux comptes dans les sociétés anonymes. Et dans ce cas, le commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'il fait? Soit il peut certifier sans réserve, soit il peut certifier avec réserve, soit il peut refuser de certifier. C'est-à-dire, comme quoi les documents financiers et comptables de la société présentent l'image fidèle. Or, l'auditeur interne, il a une responsabilité de moyens. Tout ce qu'il peut faire, c'est émettre une opinion motivée. C'est ce qu'on appelle le rapport d'audit. Est-ce que c'est clair? Et on l'appelle une opinion motivée, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et par exemple, les points de risque détectés, il donne des recommandations et il va motiver bien sûr ce qu'il a fait. C'est pourquoi on l'appelle une opinion motivée. Donc, la réponse ici, c'est B, c'est faux. C'est bon? Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire certificat continu? Comment ça, certificat continu? Hein? Où tu as vu ça? Elle voulait dire certification absolue, je pense.
Là, s'il vous plaît, la certification absolue, c'est un terme qu'on utilise beaucoup au niveau du commissariat aux comptes. C'est un terme juridique. La certification absolue, ça veut dire quoi? Vous savez que normalement, les sociétés anonymes, elles ont l'obligation d'avoir des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, quel est leur rôle normalement? C'est de garantir les intérêts des actionnaires. Est-ce que vous avez compris? Donc, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Une fois la société elle établit le document de synthèse, le commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier ces documents de synthèse pour dire est-ce que les documents de synthèse reflètent l'image fidèle? Est-ce qu'il y a des irrégularités mineures que la société peut corriger? Il y a la certification avec réserve. Ou bien il constate des anomalies ou bien des irrégularités graves. Dans ce cas, il va refuser de certifier. Une fois il certifie, ça s'appelle la certification. Est-ce que vous avez compris? Cette haja, je signe et je me porte garant, comme quoi ce qui est là est vrai. Une fois le commissaire aux comptes certifie, ça veut dire quoi? Ça veut dire il se porte garant que la société, il a vraiment présenté l'image fidèle aux actionnaires. Et s'il y a donc un cas ou un problème, dans ce cas, c'est le commissaire aux comptes qui est responsable. Est-ce que c'est clair? La certification absolue, c'est ce qu'on fait un audit légal. Or, l'audit interne, le rôle d'IALO, c'est quoi? Il peut effectuer un audit comptable et financier, certes, mais le résultat de son travail, c'est donner une opinion motivée. Voilà ce qu'il faut retenir. C'est bon? Madame, et pour l'audit externe et contractuel? Oui, lui aussi. Opinion motivée. Je répète, le seul qui peut certifier, c'est le commissaire aux comptes. Et le commissariat aux comptes, c'est un audit légal. Les sociétés anonymes. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Un homme peut être un auditeur comptable. Un auditeur comptable. Madame? Oui? Madame, le rôle de commissaire aux comptes, c'est quoi? Garantir? Garantir les intérêts des actionnaires. D'accord? C'est-à-dire, normalement, madame, si on change la question. Madame, ici, si on change la question et on dit l'auditeur externe doit émettre un certificat. La réponse doit être… Là. S'il vous plaît, je dois utiliser le terme exact, le commissaire aux comptes. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas traité le commissariat aux comptes, donc je ne peux pas utiliser le terme. Mais même si je dis l'auditeur externe, vous allez considérer qu'il s'agit d'un auditeur externe contractuel. S'il vous plaît, pour résumer, s'il vous plaît, une seconde et je vous écoute. Normalement, un commissaire aux comptes, c'est un auditeur, mais un auditeur, ce n'est pas un commissaire aux comptes. Je fais Tony. S'il vous plaît, pour être commissaire, oui? Oui. Puisque le commissaire aux comptes, c'est un auditeur. Pourquoi il se limite seulement de donner la certification et pas aussi l'opinion motivée? Là, s'il vous plaît, c'est légal, c'est-à-dire c'est la loi. Parce que vous avez une loi sur le commissariat aux comptes et la loi sur les sociétés anonymes. Les sociétés anonymes, à un certain niveau de chiffre d'affaires, ils ont l'obligation d'avoir un seul commissaire aux comptes. Vous savez maintenant que les sociétés anonymes, par exemple des comités de directoire, ils doivent avoir 4 commissaires aux comptes. Est-ce que vous avez compris? Donc, la certification absolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire le commissaire aux comptes, lui, c'est un auditeur, il va vérifier la comptabilité. Et bien sûr, il va donner des recommandations motivées pour corriger la comptabilité, ainsi de suite. Mais le terme, c'est un terme lié aux normes d'audit. Certification absolue, je comprends commissariat aux comptes, opinion motivée, audit comptable et financier, interne ou externe, rapport d'audit, audit opérationnel ou stratégique. C'est la terminologie, s'il vous plaît. D'accord? L'audit. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est-à-dire, quand on dit opinion motivée, c'est le cas d'un audit comptable et financier, soit interne, soit externe, contractuel. Le rapport d'audit, en général, c'est dans le cas d'un audit opérationnel ou stratégique. Certification, c'est dans le cas du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, c'est-à-dire il a le droit de
comme quoi la comptabilité. En plus, sur le plan fiscal, il est impliqué. Par exemple, le commissaire aux comptes, il a certifié une comptabilité qui n'est pas fiable, alors il risque, si vous voulez, je dirais, une peine pénale, alors qu'il n'a le droit. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que le droit pénal, il risque la prison. Si, par exemple, le commissaire aux comptes, il a certifié des comptes qui ne sont pas conformes. C'est vrai que c'est très rare dans la pratique, mais bon, il y a la loi. D'accord? C'est juridique. L'essentiel, s'il vous plaît, ce qu'il faut retenir pour vous, pour l'examen, audit comptable et financier interne ou externe, contractuel, le résultat de sa mission, c'est de donner une opinion motivée. Le cas d'un audit opérationnel, c'est de donner un rapport d'audit. Certification absolue, c'est bien sûr le résultat du commissaire aux comptes. Oui. Madame, s'il vous plaît, l'audit comptable, il est externe, interne? Ça peut être externe ou interne, là les deux. S'il vous plaît, l'auditeur interne. Madame, s'il vous plaît, je vous l'avais dit déjà, toutes les missions d'audit sont les mêmes, que ce soit pour l'interne ou externe. La seule différence, auditeur interne, c'est un salarié, auditeur externe, c'est un prestataire de service. La différence entre l'interne et l'externe, ce n'est pas en fonction de l'objet d'audit, mais en fonction de la relation entre l'auditeur et la société. Wesh, un contrat de travail, un salarié, ou là juste conventionnel, c'est un prestataire de service. C'est tout. C'est bon? Merci, madame. Donc, l'auditeur, il ne peut pas être un commissaire aux comptes, mais le commissaire aux comptes peut être un auditeur financier ou comptable. C'est pas toujours. Mais quand l'auditeur ou le certificat, le diplôme du commissaire aux comptes, normalement, il faut avoir le diplôme d'expertise comptable. Parfois, l'auditeur comptable et financier peut ne pas être un expert comptable. Ok, s'il vous plaît, un concours pour avoir le commissariat aux comptes, c'est un diplôme, c'est un titre. Mais c'est-à-dire, commissaire aux comptes, automatiquement, c'est un expert comptable, automatiquement, il a le diplôme de commissariat aux comptes. D'où l'agrément pour exercer. Un auditeur comptable et financier comme ça peut ne pas être un commissaire aux comptes. D'accord? Par exemple, master CCA, il peut devenir un auditeur comptable et financier sans pour autant être un expert comptable. Mais pour faire le commissariat aux comptes, c'est tout un autre cursus. Est-ce que c'est clair? D'accord, merci. C'est bon? Madame. Oui, madame. Oui. Si vous voulez, avant de vous poser une question, j'ai une question par rapport à la troisième question. Si on change la phrase et on dit dans le cadre d'une mission de conseil, est-ce que ça reste la même réponse? Là. C'est-à-dire donc l'auditeur interne a le droit de considérer des risques qui n'ont pas... Très bien, voilà. Dans ce cas, c'est faux. Est-ce qu'on B? Est-ce que la bonne réponse est B? Est-ce que c'est clair? Il faut faire attention à ça. D'accord? S'il vous plaît, vous pourriez trouver presque, moi je ne sais rien, mais vous pouvez trouver par exemple la même question posée à l'examen. Mais si demain tu m'as fait vrai, comme mission à dire vrai. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui. L'examen blanc est suffisant pour avoir une bonne note? Je ne sais pas, mais s'il vous plaît, quand même, il y a l'autre partie parce que vous avez d'autres points que je n'ai pas mis ici dans l'examen blanc. Bon, l'examen blanc, juste pour vous montrer la nature de l'examen, il fait le style, ok? C'est de cette manière. Mais le contenu, bien sûr, il faut avoir une idée sur le cours. Vous ne pourrez pas, par exemple, se baser à prendre les réponses et venir traduire les mêmes réponses. Dans ce cas, vous risquez beaucoup. Est-ce que c'est clair? Madame? Madame, on répond seulement par vrai ou faux? Là, s'il vous plaît. Là, c'est un modèle. Je vais copier-coller, s'il vous plaît. Très bien. Donc, là, mais c'est le même sens. Très bien. Donc, je passe à la question suivante. Madame, واش عندنا cycle d'audit في l'examen? S'il vous plaît, là, je ne peux rien vous dire. L'essentiel que vous n'aurez rien
que nous n'avons pas vues. Il y a même une question que je n'ai pas traitée avec vous. Donc, s'il vous plaît, révisez votre cours de manière générale, d'accord? Regardez le modèle de l'examen blanc, c'est à peu près le style de l'examen, en quelque sorte. Il a fait ce qu'on a fait au niveau des explications, là vous n'aurez pas de problème. Mais je ne peux pas, s'il vous plaît. D'accord? Un par un, s'il vous plaît. Vous désactivez les micros, mais ça se met. Oui, je vous écoute. Madame, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, vas-y. Par rapport à l'examen, tout ce qui est stipulé dans le polycopier et tout ce que vous avez traité avec nous, madame, sera dans l'examen. Hors de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'abord, vous êtes en S6. D'abord, on a un cours d'audit. Vous êtes censé savoir tout le cours, mais moi, je ne suis pas censé donner tout le cours. Est-ce que vous avez compris? Pour passer l'examen, le cours d'audit général, c'est une initiation à l'audit. Mais je ne suis pas obligée de l'examen qui porte sur tout l'audit général. De chaque point. Est-ce que c'est clair? Donc, quand vous posez de telles questions, je ne peux rien vous dire. J'ai pas, c'est-à-dire, et je pense, je vous l'avais dit, j'avais dit la même chose pour le contrôle gestion. L'audit, je ne pourrais pas délimiter les chapitres. Fahmti? Mais j'ai par exemple une matière théorique. Les 2 chapitres peuvent être suffisants pour passer l'examen. L'audit, comme base d'audit ou la est-ce que c'est clair? Mais il est tout normalement. Normalement. L'examen, je répète. Peut-être c'est une chance pour vous. L'audit, normalement, des études de cas. Nous font des analyses, des commentaires, etc. Cette année et l'année dernière, ça n'était pas possible. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Ça n'a pas été possible. Donc, j'étais obligée de passer au QCM. Il y a le QCM, comme les questions de compréhension. Je fais la matière, je ne fais pas la matière. Les exemples de questions, comme l'examen blanc. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, s'il vous plaît, on doit avancer. Oui. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Moi, s'il vous plaît, pour l'audit comptable et financier, est-ce qu'il est toujours externe ou il peut être interne? Wallah, la question. Je vais la question 4. À l'issue d'une mission d'audit comptable et financier, l'auditeur interne. S'il vous plaît, et d'ailleurs, je vous l'avais dit dans le cours, الفرق ما بين l'audit interne et externe هي العلاقة entre l'auditeur et l'entreprise. Mais l'objet, يعني اش نقدر يدير auditeur interne ou auditeur externe, c'est la même chose. Tout ce que peut faire un auditeur externe comme mission peut le faire un auditeur interne comme mission. Au lieu d'avoir l'auditeur comme salarié, qu'il y a des entreprises qui préfèrent faire appel à des cabinets. La comptabilité. Vous savez qu'il y a des entreprises qui externalisent la comptabilité à des fiduciaires. Oui, est-ce madame. que c'est clair? Au lieu, s'il vous plaît, désactivez vos micros. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un service comptabilité et employer des comptables chez elle en tant que salarié, elle peut choisir d'externaliser la comptabilité. Mais la comptabilité, là, il y a la comptabilité. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, je passe. Oui, madame. L'audit comptable financier, c'est général et l'audit opérationnel, c'est par des opérations de comptabilité. Qu'est-ce que tu me racontes là? Madame. S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas dit ça. L'audit comptable et financier, l'objet d'audit, c'est la comptabilité. L'audit opérationnel, l'objet d'audit, c'est les opérations effectuées au sein de l'entreprise dans le cadre des fonctions. L'audit marketing, c'est un audit opérationnel. L'audit des achats, c'est un audit opérationnel. L'audit du cycle vente, c'est un audit opérationnel. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Voilà. Et l'audit stratégique, c'est un audit qui va se prononcer sur la qualité des stratégies établies par l'entreprise. S'il vous plaît, donc s'il vous plaît, il faut faire le point. Très bien, je passe à la 5e question. Merci. Madame, s'il vous plaît.
Oui. Quelle est la différence entre l'audit de management et l'audit stratégique? S'il vous plaît, l'audit stratégique, c'est un audit qui peut se prononcer sur les stratégies. Par exemple, l'entreprise, elle a choisi une stratégie de diversification. L'auditeur, il peut venir pour nous dire est-ce que sa stratégie est bonne ou mauvaise. L'audit de management, il a comme objet, c'est de se prononcer sur la qualité de management de l'entreprise. C'est-à-dire comment on gère au sein de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, elle a un management participatif, ou est-ce qu'il y a un management autoritaire, ou est-ce qu'il y a des relations, c'est-à-dire de cohérence entre le personnel, et etc. Parce que vous savez, et je pense que ça vous l'avez vu dans plusieurs matières, l'entreprise, elle a besoin des stratégies, elle a besoin des opérations, c'est la mise en place des stratégies, mais il doit être chapeauté par un style managérial. Il y a le management ou est-ce que vous avez compris? C'est bon? Ça va? Oui, madame, c'est bien compris, merci. Très bien. Donc, je passe à la 5e question. En matière d'audit comptable et financier, toujours, le contrôle sur les enregistrements peut se substituer au contrôle sur les soldes et vice-versa. Je vous explique. Le point, là, on l'a déjà vu. Parce que vous avez au niveau des techniques d'audit, l'auditeur, est-ce qu'il peut se limiter tout simplement à vérifier les enregistrements comptables, c'est-à-dire débit-crédit. Ou bien, il peut, s'il vous plaît, je termine la question, ou bien, il peut se limiter tout simplement à contrôler les soldes. Oui ou non? Non. Non. Très bien. Voilà, c'est-à-dire l'auditeur doit faire les deux. Est-ce que c'est clair? Hein? Donc, je répète. Oui, c'est clair. Voilà, la réponse est faux. Nous avons vu l'auditeur. Contrôler les deux en même temps. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire, il va, s'il vous plaît, vous désactivez les micros. Il doit contrôler les enregistrements. D'ailleurs, on l'a vu au niveau de la démarche des comptes. Il y a au-delà. Le cas des enregistrements des soldes. Maintenant, ça, j'ai obtenu la vérification physique, l'imputation correcte, le montant correct, le compte adéquat, le numéro de compte adéquat. Les enregistrements, c'est-à-dire les mouvements débit et crédit, les soldes, c'est-à-dire les calculs, le solde final. D'accord? Très bien. Je passe à la 6e question. Le seuil de signification, une fois défini, bien sûr, qui va définir le seuil de signification? C'est l'auditeur. Il constitue pour lui une référence absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une référence. Mais c'est les charges de personnel ne doivent pas dépasser 40% de chiffre d'affaires. S'il trouve que ça dépasse les 40%, il va déclarer ça que c'est une anomalie. Ils vont constituer pour lui une référence absolue. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Vrai. Voilà, vrai. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit que le seuil de signification, c'est un élément important en matière d'audit. L'auditeur, pour bien sûr contrôler, c'est comme il doit se fixer des normes. C'est quoi le seuil de signification? Une fois où il a les normes, automatiquement, ils vont constituer pour lui une référence absolue, c'est-à-dire marja. C'est prêt, toujours, il va se référer à cette référence pour dire est-ce qu'il y a l'anomalie ou pas. D'accord? Très bien. Donc, je passe. L'auditeur interne. Oui. Madame, est-ce que le seuil de signification existe seulement dans l'audit comptable et financier? En général, oui. En général, oui. D'accord, madame. Vous désactivez vos micros. S'il vous plaît, je vous donne une petite précision concernant le seuil de signification. La fiscalité, par exemple, ça se dit qu'une charge n'est pas déductible lorsqu'elle est considérée comme exagérée. Mais le seuil d'exagération n'est pas fixé par l'administration des impôts. Maintenant, le rôle de l'auditeur interne, c'est d'aviser l'entreprise sur le risque. Il va lui dire, par exemple, attention, cette charge est exagérée. Pour dire ça, lui, il doit définir un seuil. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que ça veut dire exagéré?
c'est vrai qu'il n'y a pas de formule pour déterminer le seuil, d'ailleurs, on a dit le cours, mais c'est toujours par rapport à l'expérience, c'est-à-dire l'observation, l'examen de cohérence, c'est par exemple dans quel cas le compte paraît normal ou paraît anormal. Donc, on se fixe des seuils de signification. D'accord? Bien. Madame, s'il vous plaît, est-ce que l'auditeur doit confirmer ces seuils avec le mandataire avant de la pratiquer? Non, non, non. Mais vous savez, parfois le mandateur ne peut pas comprendre ça, il ne le sait pas. Est-ce que c'est clair? D'accord. Voilà, parce que si le mandataire connaissait les seuils de signification, il n'a pas besoin d'auditeur, il dit le khidma ouanit. D'accord? Madame, s'il vous plaît, les seuils de signification, vous avez dit qu'ils sont des normes. Mais si des normes, des références. En fait, normes, ce n'est pas des normes d'audit. Des normes qu'est-ce que se fixe. Je me fixe une norme. Est-ce que vous avez compris? Il se réfère les règles de comptabilité, la fiscalité et tout ça. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et l'observation dans le temps. Alors, comme un exemple très simple. Le compte, par exemple, déplacement, mission, réception. Supposons que l'auditeur le compte qui est à 50 000 ou le chiffre d'affaires de la période ou à 100 000. Qu'est-ce qu'il va constater? Le compte qui est une charge hors exploitation, il a fait 50% de chiffre d'affaires, donc c'est anormal. Automatiquement, s'il ne fait rien, l'administration des impôts va rejeter la déductibilité de la charge. Est-ce que c'est clair? Donc, lui, il va dire qu'il est normalement le seuil normal de ce compte. Par exemple, il ne doit pas dépasser 10%. Voilà, donc il va vérifier est-ce que ça ne va pas dépasser 10%. Est-ce que c'est clair? D'accord? Oui, madame, même pour l'espèce, il ne faut pas dépasser. Normalement, madame, le seuil à ne pas dépasser, c'est 10% du chiffre d'affaires. Pardon? Quoi que ce soit. Pardon? Alors, le seuil. Selon le cas, c'est selon le cas. S'il vous plaît, non, je ne peux pas vous donner le seuil exact, mais selon le cas, ce qu'a dit votre collègue. Il y en a parfois qui a une grande boîte. Voilà, selon le chiffre d'affaires de l'entreprise. Exactement. Et attention, parfois ça dépend de l'ampleur de la comptabilité, de l'ampleur des charges. C'est la raison pour laquelle, comme on a le seuil de rentabilité, mais on a une formule. Normalement, nous, en tant qu'auditeurs, on établit les seuils à partir de l'expérience. Et à partir, par exemple, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Il y a l'administration des impôts, dans quel cas il peut envoyer, par exemple, une notification. Est-ce que c'est clair? Et si je me rappelle bien, j'avais traité avec vous un cas. Le cas, par exemple, nous avons un chiffre d'affaires de 100 000 avec un capital de 1 million. L'information, ça peut attirer l'administration des impôts. Une information réelle. L'administration des impôts, qu'est-ce qu'il va vous dire? Comment vous avez un capital qui n'est pas employé? Parfois, c'est le cas. La société vient de démarrer son activité, elle a des problèmes et ne sait pas quoi faire et ainsi de suite. L'auditeur, dans ce cas, pour éviter le risque, il va dire à la société, attention, l'écart entre le chiffre d'affaires et le capital est énorme, donc je vous recommande de réduire le capital. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? L'amortissement de capital. Est-ce que vous avez compris? Comme je peux avoir le cas inverse. La société, il a démarré avec un capital de 100 000, par exemple, le cas de SARL, mais je suis le chiffre d'affaires où ça, par exemple, 1 milliard, 2 milliards. Attention, là aussi, il peut attirer les yeux de l'État. Parce que l'État, il peut dire, par exemple, il y a des détournements de fonds, il y a, par exemple, fuite de capitaux, il y a blanchiment de capitaux. Donc, dans ce cas, l'auditeur, il va dire, la différence n'est pas normale. Suite à quoi? Suite à un seuil, c'est-à-dire quelle est la relation, le chiffre d'affaires et le capital. Donc, il peut recommander à la société d'augmenter son capital. Est-ce que vous avez compris? Ce qu'on appelle le test de cohérence. La comptabilité. À partir d'une seule lecture, je peux savoir est-ce que les informations comptables sont cohérentes ou là. Parce que si les informations ne sont pas cohérentes, ça peut attirer les yeux de l'État sur le plan fiscal. Ça peut attirer les yeux des actionnaires. Ils vont dire où vont notre argent, par exemple. Est-ce que vous avez compris? C'est ça le rôle des seuils de signification, des moyens de repère pour l'éditeur. On ne peut pas travailler aléatoirement. On a besoin des références. C'est ce que j'ai dit, que c'est comme des normes de travail dialogue que l'auditeur lui-même se fixe. C'est bon?
دونك ما كانش شي راسيو باش يفيكسي هاد السوي. S'il vous plaît, quels sont les ratios? Les nabats charge sur le chiffre d'affaires, la charge sur total charge. Le résultat du ratio, je ne peux pas vous le donner. Ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend de l'entreprise elle-même. D'accord? La chaîne Colo, il est défini par chaque auditeur en général. D'accord, madame. Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rencontrer une question de ce genre-là dans l'examen? C'est-à-dire? Je n'ai pas compris. Quelle nature de question? On le seuil. Hein? Par exemple. Non, non, c'est pas possible. Bien sûr que c'est pas possible. Elle dit, je pourrais le faire. En fait, je l'avais déjà fait, mais si je donne un cas, comme un petit cas à auditer, c'est à vous de dire, par exemple, normal, pas normal. Mais la faute de ne pas pouvoir vous donner un cas, oui. Voilà, sur le volet compréhension, c'est le plus. Voilà. D'accord, on se base là sur l'exagération. Exactement, c'est-à-dire si vous voulez dans un, par exemple, le master, ça n'a été bien sûr, mais dans ce cas, ça n'a été une étude de cas. Il y a comme des chiffres d'imcom, mais c'est à vous de voir la cohérence. Dans ce cas, c'est pas normal. Je juge que ça doit être de la charge. Ça sera par exemple 30%. Il y a une comme un petit peu un point de réflexion. Tu m'as dit, la cohérence. Comment vous jugez cette cohérence? Mais dans cet examen de cette année, comme l'année dernière, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire toujours dû aux circonstances, s'il vous plaît. Le cas, je ne pourrais pas vous demander une telle question. Ce n'est pas une question fixe. OK? C'est relatif par rapport à chaque cas. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup. Oui. Voilà. Madame? Oui? Au niveau du cas de l'espèce, on peut dire que le comptable peut considérer les espèces comme un seuil de signification? Si l'entreprise, par exemple, dépasse un seuil d'espèces sur les factures. C'est possible, mais parce qu'il y a la restriction fiscale quand même. La limitation des paiements en espèces, bien sûr, c'est défini par la loi fiscale. Donc, automatiquement, si l'auditeur constate que l'entreprise a dépassé cette limite, il va la viser comme quoi il y a un risque fiscal. Est-ce que c'est clair? Par exemple, vous avez un achat payé en espèces qui a dépassé 5 000 dirhams. L'entreprise, elle a le droit, mais le rôle de l'auditeur, attention, alors la limite, c'est 5 000. Donc, si vous comptez supporter le risque, c'est bon. C'est-à-dire le risque de quoi? De la non-déductibilité, le risque de la non-récupération de la TVA. Est-ce que c'est clair? Voilà, très bien. Donc, c'est un seuil, mais le seuil n'est pas défini par l'auditeur, il est défini par la loi. Mais son rôle, lui, c'est d'aviser l'entreprise sur ce risque. Voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, s'il vous plaît, je dois avancer. J'aurais aimé les questions qu'on a au moment des cours, s'il vous plaît. Très bien, c'est pas grave. Donc, voilà. Vous avez la 7e question. L'auditeur interne doit concevoir et formaliser un plan pour chaque mission. Ce plan précise le champ d'intervention, les objectifs, la date et la durée de la mission, ainsi que les ressources allouées. Les normes d'audit. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, tout à fait, c'est vrai. Voilà. C'est une question directe. D'accord? Le plan de la mission, c'est obligatoire en matière d'audit. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair. Madame, les objectifs de la mission, jamais la mission de conseil ou la mission d'assurance? S'il vous plaît, c'est la mission d'assurance. D'accord? Le plan de mission, automatiquement, c'est la mission d'assurance. Est-ce que c'est clair? C'est la mission principale. OK? Madame, s'il vous plaît. Madame, pour la mission de conseil, donc l'auditeur ne suit pas la même démarche que la mission d'assurance. Ça dépend, c'est-à-dire est-ce que c'est une mission de conseil qui lui est demandée ou bien juste la société veut lui demander un conseil sur un point précis. Un point précis, il n'a pas besoin d'avoir tout ce plan de mission-là. Mais la mission d'assurance qui est sa mission principale, là, si la société elle a une anomalie au niveau des ventes, et l'auditeur dans ce cas, il doit effectuer un audit marketing.
Dans ce cas, il doit préciser le champ d'intervention. Est-ce qu'il va contrôler le service vente? Est-ce qu'il va contrôler le service après-vente? Est-ce qu'il va contrôler maintenant le service publicité? Et la durée et la date, quand est-ce qu'il va commencer sa mission? Combien ça va durer? 2 jours, 3 jours? Ainsi, il a besoin de quoi? Et lorsque je dis les ressources allouées, c'est-à-dire soit en termes d'information, il a besoin de quelle information? Il a besoin, par exemple, de s'entretenir avec quelle personne? Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est vraiment structuré dans le cadre d'une mission d'assurance. Mais dans le cas d'une mission de conseil, parce que dans la plupart des cas, les 2 missions sont annexes. Mais là, surtout le conseil, c'est ce qu'on dans le cadre, c'est-à-dire juste d'un point spécifique. Est-ce que c'est clair? On n'a pas, peut-être, je n'ai pas à respecter toute la formalité exigée dans le cadre d'une mission d'assurance. Est-ce que c'est clair? D'accord, merci madame. Si j'ai bien compris, il doit avoir d'abord une charte d'audit, c'est ça? La charte d'audit, la première fois, c'est les normes d'audit. Les normes d'audit sont regroupées dans la charte d'audit et c'est une charte internationale. C'est ce que je vous avais dit au départ. Hein? Les normes d'audit, s'il vous plaît, le résumé du résumé. Mais n'oubliez que la charte d'audit, normalement, c'est une charte, c'est-à-dire c'est un document qui comporte toutes les normes qui régissent le métier d'audit sur le plan international. Si je peux vous dire, ça peut dépasser 3000 pages. Est-ce que c'est clair? Donc, l'audit, on n'a pas un audit marocain. C'est-à-dire, on l'adapte. Par exemple, la comptabilité marocaine, j'adapte le travail d'audit à la comptabilité marocaine. Mais les normes, est-ce que c'est clair? Madame, s'il vous plaît, par rapport aux étapes, il doit accepter la mission. Oui. S'il vous plaît, la question, je pense qu'il y a. Faites vite, s'il vous plaît. Une autre intervention, normalement, c'est à 14h30. J'avais prévu, on a eu un retard. Donc, suivez avec moi. La question, d'ailleurs, je pense que ça m'a été posé 2 fois. Laissez-moi terminer le QCM. Je ne sais pas où je suis le QCM, Beda. Kaina? Non, madame. Oui, madame. Kaina, faites le carnet blanc. C'est l'ordre des étapes. Madame. Oui, Kaina. Très bien. Oui, madame. Kaina, très bien. Je vais arriver. Très bien. C'est la question 19, madame. OK. Donc, vous avez la question 8. Madame? Oui. Oui. Madame, lorsque l'auditeur exerce une mission de conseil, il faut consulter le superviseur d'audit pour l'accepter. Je n'ai pas compris. Madame, dans la mission d'assurance, il faut consulter le superviseur d'audit pour l'accepter. Mais c'est qui le superviseur d'audit? Hein? C'est les mandateurs. S'il vous plaît. Désactivez le micro là. Bien. Donc, normalement, je vous l'avais déjà dit, lorsque l'auditeur établit le plan de mission, ce plan de mission remonte au mandataire pour le valider. Est-ce que c'est clair? Si le mandataire ne valide pas le plan de mission, bien sûr, l'auditeur, il a l'obligation de respecter le choix du mandataire. Ça, nous l'avons déjà vu. D'accord? Il y a plus mandataire que de superviseur d'audit. Le superviseur d'audit, parfois, j'ai un comité d'audit. Les auditeurs ont un superviseur. D'accord? Donc, le terme exact, c'est le mandataire. C'est vrai que le plan de mission ou bien le plan de travail, d'ailleurs, nous l'avons déjà vu, il doit être validé par le mandataire. Sur ce point, tu as raison. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Madame, s'il vous plaît, lors de la mission de conseil, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir la charte ou bien une autorisation pour accomplir cette mission? Mais s'il vous plaît, c'est tout à fait normal. Comment l'auditeur va donner conseil s'il n'est pas sollicité pour le donner? S'il vous plaît, là, toujours, soit dans le cas d'une mission de conseil, soit dans le cas d'une mission d'assurance, alors la personne qui va déclencher la mission d'audit est le mandataire. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, une mission de conseil, ça veut dire le mandataire demande conseil, mais il ne pourra pas le faire de lui-même. Est-ce que c'est clair? Madame, elle donnait un... Oui?
D'accord, alors l'auditeur doit avoir un mandat avant de faire quoi que ce soit. Il doit être mandaté par la direction générale. C'est ça. S'il vous plaît, il doit avoir normalement un mandat mandaté par la direction générale dans le cas de l'audit interne. Suivez bien avec moi. Et mandaté par son client, ça dépend. Par son client dans le cas d'un audit externe. Le client, c'est une entreprise, un actionnaire, par exemple, juste un dirigeant, ça dépend des cas. Est-ce que c'est clair? Et mandaté, dans le cas du commissariat aux comptes, il doit être mandaté par un organe de tutelle, dans le cas de l'audit légal. L'essentiel, ce qu'il faut savoir, que toute mission d'audit doit être mandatée. Il y a le mandataire qui doit demander à l'auditeur de faire la mission. La mission ne peut pas se faire de l'auditeur lui-même. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Madame. Oui. Madame. Oui. Le mandat est donné par le mandataire. Le mandat. Oui, bien sûr. Comme un document autorisé, il explique la mission que doit faire. C'est un col mandaté. Regardez bien. C'est un col mandaté. C'est vrai, j'ai un mandat. C'est-à-dire la direction générale, par exemple, elle a des clignotants, elle a des indicateurs sur un point qui ne va pas. Il va demander à l'auditeur de faire un audit. C'est un mandat. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Ça marche, voilà. C'est-à-dire, on a une petite particularité, mais je ne voulais pas entrer beaucoup dans le détail. Peut-être vous allez le voir après si vous continuez dans ce champ. Mais dans certains cas, l'auditeur, c'est un auditeur interne. De lui-même, il va chercher les points à auditer. Il va exprimer cette volonté à l'administration générale. Si la direction accepte, c'est un mandat. Si la direction va lui dire non, ce n'est pas la peine d'auditer tel point, alors bien sûr, il ne peut pas le faire. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Mais un auditeur, il va aller de lui-même auditer une opération, par exemple, soit un achat, soit une vente, où il va établir un rapport et il va de la direction générale et il va voilà ce que j'ai fait, alors qu'il ne l'avait pas mandaté. Tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc, toujours, il agit par mandat, l'auditeur. Est-ce que c'est clair? Voilà. Oui. Et qui donne le mandat, bien sûr, c'est le mandataire. On l'appelle le mandataire. C'est la raison pour laquelle, au niveau des normes, c'est le mandataire. D'accord? Très bien. Donc, je passe à la 8e question, s'il vous plaît. L'auditeur interne doit aider l'organisation. Désactivez vos micros, désactivez vos micros. L'auditeur interne doit aider l'organisation à maintenir un dispositif de contrôle approprié en évaluant son efficacité et en encourageant son amélioration continue. Bien sûr, ici, je vise le dispositif de contrôle interne. Bien sûr, c'est vrai, parce que c'est ça le rôle de l'auditeur. Il est là pour quoi faire? Parce que si on revient à la définition même de l'audit interne, il va jouer le rôle d'assistance à l'entreprise, bien sûr, pour maintenir le dispositif de son contrôle interne et pour l'aider toujours à fonctionner efficacement. Donc, la réponse, c'est vrai. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, c'est ça le but de l'évaluation du contrôle interne. Lorsqu'on évalue le contrôle interne, on va donner, bien sûr, les recommandations pour pouvoir l'améliorer davantage. Est-ce que vous avez compris? Bien. Oui, je passe à la 9e question. La présentation des états financiers comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Faux. Faux. Très bien. Il s'agit normalement d'une dérogation au principe de permanence des méthodes. Est-ce que c'est clair? Nous l'avons vu dans les principes comptables. C'est que la société, c'est vrai que dans le cadre de principe de permanence des méthodes, n'a pas le droit de changer, mais elle peut le faire dans le cadre d'une dérogation, seulement il faut le mentionner dans l'éthique. Donc, c'est faux. Oui. Maintenant, on répond toujours... pardon. Oui, vas-y. Madame, on répond par le principe ou par la dérogation? La dérogation, donc il va annuler le principe.
Regardez, s'il vous plaît, comme selon le principe de permanence, très bien, tu as raison. Mais d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? La présentation des états financiers comme les méthodes d'évaluation ne peuvent être modifiées. Et là, c'est radical. C'est vrai. Là, peuvent être modifiées. Mais seulement, on doit le dire dans l'éthique. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Mais si j'avais dit selon le principe de permanence des méthodes, bien sûr, vous allez dire vrai. Mais ne peuvent être. Alors que c'est faux. On peut les modifier. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà, donc là, j'insiste, comprenez bien les questions, s'il vous plaît. D'accord? Madame les modifie, mais selon l'éthique. Sinon, c'est impossible. Et là, s'il vous plaît, le fait que vous n'avez pas le droit d'écrire des commentaires, en fait, on ne vous demande pas ça. C'est vrai que si, par exemple, j'ai posé un examen normal, le justificatif. Bien sûr, je le fais toujours. Mais d'abord, vous allez prendre la réponse qui est la plus valable. D'accord? J'ai dit ne peuvent être modifiés. Vrai ou la faux? C'est faux. Voilà. On les négation. Voilà. C'est vrai. Mentouma, bien sûr, Mentouma, vous savez très bien, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas être modifiés dans le cadre du principe de permanence, mais avec la dérogation, ils peuvent le faire. S'il vous plaît, à chaque fois qu'on a la dérogation, ça s'ajoute le principe. Donc, bien sûr, il annule le principe. Le principe avec la dérogation. Très bien. Voilà, bien sûr, bien sûr. Madame, oui. شنو هما لي برينسيپ اللي ما فيهمش ديروغاسيون؟ D'ailleurs, الاخراني parce que c'est théorique. Significatif. Voilà, tous les principes, c'est le principe d'importance significative. Mais tous les principes, comme les dérogations, très bien. Je passe à la 10e question, s'il vous plaît. L'entreprise a acheté des matières premières à un fournisseur et en échange, elle lui a adressé un lot de produits finis. Est-ce que l'opération est correcte? Comptablement? Non, non, non. Non, madame. C'est le non-respect de principe de clarté. C'est interdit. Par exemple, regardez ici. C'est interdit de faire la compensation entre produits et charges. Ça, nous l'avons vu. Ou bien entre actifs et passifs. Et je ne pourrais pas, si on le fait, par exemple, échange d'un lot de matière contre un lot de produits finis, ça veut dire l'opération va être nulle. D'accord? Dans ce cas, c'est faux. Regardez bien. Être sans compensation. Voilà, je dois comptabiliser l'achat tout seul et je dois comptabiliser la vente toute seule. Je comptabilise la vente de produits finis et je dois comptabiliser l'achat de matières premières. Est-ce que c'est clair? Même madame, ici, il y a une dérogation. Ah? La dérogation, s'il vous plaît. La dérogation, c'est quand il s'agit des montants non significatifs, mais qui ont le même objet. Et c'est de la matière contre un produit fini, mais qui n'est pas la dérogation. Le principe est clair, principe de clarté. C'est interdit de faire la compensation entre une charge et un produit. Est-ce que c'est clair? Retenez bien ça, s'il vous plaît. Et entre un actif et un passif. Normalement, le produit, il est imposable, la charge, elle est déductible. Mais bon, c'est-à-dire, il faut avoir, parce que si je fais la compensation, il y a l'image fidèle, c'est-à-dire l'opération, je vais la comptabilité. Alors que normalement, il y a une vente et il y a un achat. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, s'il vous plaît, pourquoi on ne peut pas déroger dans ce cas? C'est-à-dire, ce n'est pas moi, s'il vous plaît, c'est la loi. S'il vous plaît, je respecte la loi, ce n'est pas dû à moi. Est-ce que c'est clair? Vous avez dit qu'il s'agit de deux opérations différentes. C'est pour cela qu'on n'a pas respecté, qu'on n'a pas dérogé. Un exemple très simple. Une entreprise qui traite avec un fournisseur, c'est-à-dire par exemple qui fabrique des ordinateurs. Ou avec le fournisseur, tu as la matière première. Supposons un jour, comme l'entreprise elle a acheté par exemple un lot de matière première à 1000, et en contrepartie, elle a envoyé à ce fournisseur des ordinateurs qui valent 1000. Il y a l'opération comptable. واش غادي ديروا opération nulle لان شراتو وبعتاتو le même lot ما ندير والو في la comptabilité ما يمكنش. C'est quoi la comptabilité? C'est l'enregistrement au jour de toutes les opérations engagées par l'entreprise en respectant tous les principes comptables. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va comptabiliser l'achat
avec 1000 et il va comptabiliser le même jour la vente avec 1000. C'est le principe de clarté. Est-ce que c'est clair? Donc, il n'a pas le droit de compenser. Il s'agit d'un seul fournisseur, le même, avec le même montant. Or, le principe de clarté, qu'est-ce qu'il dit? C'est interdit de faire la compensation. C'est la loi. Qu'il y a une dérogation. On peut déroger lorsque les montants ne sont pas significatifs. Il y a un petit montant. Mais c'est l'ennemi d'Alam avec 1000 dirhams. Mais est-ce que c'est le cas pour les matières et le produit fini? Est-ce que c'est clair? Madame. Voilà. On ne peut pas avoir des différents. Exactement. C'est bon? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Bien. Oui, madame. Oui, madame. Oui, très bien. Donc, je passe à la 11e question, s'il vous plaît. Désactivez vos micros. Les normes générales de l'audit sont obligatoires, optionnelles, fictives, juste de nature comptable. Quelle est la bonne réponse? Obligatoire. Très bien. Obligatoire. Voilà. Donc ici, vous n'avez pas vrai faux, mais vous avez des choix. D'accord? Et je tiens à vous dire, dans le cas où vous avez des choix, alors il y a des cas où vous aurez une seule réponse juste et des cas où vous pourriez avoir plusieurs réponses justes. Est-ce que c'est clair? C'est la raison pour laquelle, alors, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, même à l'examen, vous allez coucher là où les bonnes réponses. Est-ce que c'est clair? Par exemple, Madame. s'il vous plaît, si, juste une précision, s'il vous plaît, dans le cas une question où vous avez plusieurs réponses justes et vous avez choisi un ou la deux, mais que touche les réponses, là, il sera considéré fausse. Le logiciel fonctionne comme ça, même que je la note. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi je vous demande de bien lire la question et de bien voir les réponses. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Maintenant, supposons que Andy juge A et B. Dirtu A, c'est vrai. Ou la B, c'est vrai. Donc, la question ne va pas être comptée, s'il vous plaît. On ne peut pas subdiviser la réponse parce que la correction n'est pas manuelle. Je ne pourrais pas subdiviser la note sur le nombre de réponses. Donc, vous faites attention. Je répète, il y a des questions où vous aurez une seule réponse. Il y a des questions où vous aurez plusieurs réponses. Il y a des questions où vous aurez toutes les réponses justes. D'accord? Bien. Donc, là, il faut savoir lire bien la question, s'il vous plaît. Mais si je dis c'est bon, la réponse est juste. D'accord? Très bien. Oui, je vous écoute. Madame, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. J'ai pas bien compris avec la procédure qui est l'audit comptable et financier. Hein? Quelle procédure? La procédure qui est la phase de réalisation. Mais s'il vous plaît, ça c'est le cours. Je termine le QCM et je te réponds. C'est le cours, c'est le contrôle des comptes. Il va découper, il va voir l'objet du contrôle. Le contrôle interne. Là, s'il vous plaît, il doit l'évaluer. Le contrôleur interne. Faites attention. Il évalue le contrôle interne. Il ne le met pas en place. Est-ce que c'est clair? Il évalue le contrôle interne. Donc pour déclaration du contrôle comptable, le manuel de procédure. On a le contrôle interne, s'il vous plaît, mais chez l'audit interne. Alors, l'audit interne, c'est qu'on a dit le contrôle interne, le manuel de procédure. C'est-à-dire l'entreprise, qu'on a par exemple une fiche des immobilisations, là où l'entreprise a par exemple tous les documents comptables conformes, a le bilan, le CPC, l'éthique, a les procédures de comptabilisation qui sont là. Yani Khassachi, il va contrôler en fonction de ça. C'est ce qu'on a vu dans l'examen des comptes. D'accord? Très bien. Donc, je passe à la question 12. Madame. Oui. Madame, si vous Madame, j'ai une question. Oui. Madame, s'il y avait dans la question 11, où la réponse était juste de nature comptable. Là. C'était écrit que nature comptable. C'était vrai? Là, c'est faux. Les normes d'audit, les normes générales d'audit, et normalement, ce sont des normes qui régissent, s'il vous plaît, désactivez vos micros.
D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous vous rappelez très bien, dans les normes d'audit, elles régissent toutes les activités de l'audit interne. Soit l'audit opérationnel, soit l'audit stratégique, soit l'audit de management. C'est pas seulement de nature comptable. Juste de nature comptable. Est-ce que c'est vrai? Hein? Non, c'est pas que la comptabilité. Voilà, faites attention s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit? Les normes générales de l'audit sont. Mais si j'ai dit par exemple, les normes générales de l'audit concernent les normes de nature comptable, bien sûr c'est vrai. Entre autres. D'accord? Allez, j'insiste à la nature des questions, s'il vous plaît. Quand les normes générales sont juste de nature comptable, ils ne concernent aucun autre type d'audit. Et là, je suis le cours, je les typologies d'audit. Donc, les typologies d'audit, elles sont régies, par exemple, par les normes générales d'audit. D'accord? Mais seulement ici, la bonne réponse, c'est obligatoire. L'auditeur, il doit se référer à ces normes pour réaliser sa mission d'audit. Donc, ils ont la force de l'obligation. C'est la force de la loi. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, je passe à la question 12. Suivez avec moi. En matière d'audit, l'auditeur est tenu d'une obligation de résultat, d'une obligation d'améliorer la gestion de l'entreprise, d'une obligation de moyens, d'une obligation de détection de fraude. Quelle est la bonne réponse? Des moyens. S'il vous plaît, un par un. S'il vous plaît. Donc, la bonne réponse, c'est obligation des moyens. Voilà. S'il vous plaît, désactivez vos micros. L'ardélicom, s'il vous plaît, reste pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, d'ailleurs, vous avez vu dans les normes d'audit, l'auditeur, il n'a pas une obligation de résultat. C'est la raison pour laquelle il nous donne juste une assurance raisonnable et non pas une certitude absolue. Deuxième chose, et là, je suis à les normes, comme une norme qui dit que l'auditeur, il n'a pas l'obligation de détecter les fraudes. Qu'est-ce qu'il fait? C'est juste relever les anomalies constatées. D'accord? Ce n'est pas un détecteur de fraude. Je connais que la personne a fraudé ou bien il n'a pas fraudé, mais il montre juste les irrégularités. Est-ce que vous avez compris? Madame, d'accord? Madame, vous avez déjà dit qu'il peut détecter une fraude. En fait, il doit être capable de détecter une fraude, mais il n'a pas le droit de la déclarer. Voilà, c'est bien ça. Mais il n'a pas le droit de juger la qualité de la personne comme fraudeur. C'est le rôle légal, s'il vous plaît. Donc, on a remarqué bien, ça peut comme obligation de détection de fraude. C'est l'inspection, s'il vous plaît. Oui, madame. On cherche les fraudeurs. Madame, voilà. C'est pas l'audit, c'est l'inspection, carrément. C'est l'inspection. Si D était obligation de détection des anomalies. Oui, c'est juste. La bonne réponse. La bonne réponse avec obligation de moyens. Les deux reconnus juste. Est-ce que c'est clair? Oui. Obligation de détection des anomalies, c'est juste. Tu as raison, très bien. Avec obligation de moyens. OK? Mais fraude là. La fraude fait l'élément intentionnel. C'est un élément juridique. L'auditeur, il n'est pas là pour détecter les fraudeurs. L'inspection, l'investigation. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc, je passe. Madame, la question. Pour la deuxième réponse, obligation d'amélioration de la gestion de l'entreprise. La main douche, une obligation. Il peut aider, mais obligation à la forte. Est-ce que c'est clair? D'accord, madame. Parce que lui, son travail, il s'arrête à rédiger le rapport d'audit. Et non pas voilà, s'il vous plaît. Juste une petite remarque. B, c'est le cas du contrôleur de gestion, oui. Comme le contrôle gestion, le contrôle gestion, il a une obligation d'améliorer la gestion par l'analyse des écarts et ainsi de suite. Oui. Mais l'auditeur, il peut par exemple aider à l'amélioration, mais il a l'obligation. L'obligation, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou le travail n'est pas fait. Est-ce que c'est clair? Il faut faire attention aux termes. D'accord? Oui, mais le rôle de
l'auditeur s'arrête à quel niveau? Il va détecter les anomalies, il va donner les recommandations. Et si vous vous rappelez très bien, là, je vous avais dit, si la société, par exemple, ne veut pas mettre en place les recommandations, est-ce que c'est une obligation de l'auditeur? Non, madame, lui, il n'est pas responsable. Voilà, donc lui, il n'a pas l'obligation, une fois la mission d'audit radar, que la gestion de l'entreprise va s'améliorer. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Bien. Merci. Je passe à la question. Ah oui, dépêchez-vous. Oui. Est-ce que l'auditeur légal a une responsabilité de détection des fraudes? Si vous voulez, dans certains cas, par exemple, l'audit légal parfois se confond avec l'inspection. L'Ardina, par exemple, l'audit qui se fait par la Cour des comptes. Donc, mais en général, seulement obligation des moyens. Exactement. D'ailleurs, même l'audit légal, mais attention, même l'audit légal. Alors, par exemple, la Cour des comptes, ça faut la Cour des comptes. Mais juste à l'air qui s'appelle. Par exemple, son rôle, s'il vous plaît, c'est de faire l'inspection pour détecter. Mais sa mission s'arrête où? Au niveau de l'évaluation des rapports. Elle sanctionne. Non. Non. Voilà. Exactement. C'est-à-dire, mais c'est une obligation de résultat, mais c'est une obligation de moyens. OK? Très bien. Donc, je passe à la 13e question. Le contrôle interne est un ensemble de dispositifs et de dispositions mis en œuvre par la direction en vue de protéger le patrimoine de l'organisation, d'éviter absolument les erreurs et les fraudes, de contribuer au bon fonctionnement de l'organisation, de présenter les documents de synthèse. Très bien. A et C. Là, A et C. S'il vous plaît, protéger le patrimoine. D'avoir le rôle primordial du contrôle interne. Éviter absolument les erreurs et les fraudes là. Je peux avoir un contrôle interne où on dit des erreurs et des fraudes. De contribuer au bon fonctionnement de l'organisation, oui, à travers les procédures, on peut contribuer au bon fonctionnement de l'organisation. Présenter les documents de synthèse, non. Donc, la bonne réponse, c'est A et C. S'il vous plaît, juste une petite remarque. Mais c'est supposons faire de la question, je suis واحد دار A. Il y a la réponse est juste. Mais ما تحسبش. Est-ce que c'est clair? Madame, excuse-moi, est-ce que l'audit est basé seulement sur les faits ou il est basé seulement sur les faits et les référentiels? Les deux ou une chose? Les deux, s'il vous plaît. Les deux, normalement. Les faits et les référentiels. C'est normal. Les faits, bien sûr, les faits, c'est ce qu'ils constatent. C'est-à-dire, c'est l'objet d'audit. Référentiel, c'est un référentiel d'audit. C'est normal. Des faits et des référentiels. S'il vous plaît, est-ce que vous avez, s'il vous plaît, الله يرضي عليكم سمعوني ما بقاش بزاف الوقت. Je répète, هنا لأن كاينين des étudiants après qui viennent réclamer اللي أنا جاوبت على كل شيء وجاي une mauvaise note. S'il vous plaît, ce n'est pas dû à nous, professeurs, mais logiciel. مثلا في هذه la question, vous avez répondu A. Il y a la réponse en partie juste, mais il ne va pas être compté. La bonne réponse, il y a A et C. واش فهمتوني؟ S'il vous plaît. Madame, il n'y a pas une autre méthode pour ne pas perdre toute la note. S'il vous plaît. Pardon? S'il vous plaît. D'abord, pour chaque question, qu'il y ait une note. Cette note, parce que la note, on ne la donne pas nous. On a théorie le barème. Donc, le logiciel, soit il trouve la réponse juste, c'est-à-dire toutes les réponses, les nous sont là, il va affecter la note. Sinon, il y a 0. Donc, je répète, on n'a pas le droit de subdiviser la note. Mais si, par exemple, faites le cas, qui a A et C. Si je corrige manuellement ou la question elle est à 2 points, on a 1 point. Est-ce que c'est clair? Mais là, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire attention à ça. Mais si tu m'as, par exemple, sommairement, comme une bonne réponse, lisez toutes les autres réponses pour savoir est-ce qu'il y aura une autre bonne réponse. Est-ce que c'est clair?
Madame, il a couché. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Parfois, qu'est-ce qui se passe? مثلا l'étudiant قرا بانت لي protéger le patrimoine هذه عارفه il a coché مشى la question الاخرى وغادي يجي après يقول لي madame j'ai répondu à toutes les questions juste c'est pas possible. Est-ce que c'est clair? يعني je tiens à vous aviser s'il vous plaît, essayez d'en profiter. عندكم الوقت عندكم 1 heure et les questions sont des questions de ce type يعني direct, ni calcul ni rien du tout, donc il faut juste savoir lire et comprendre les questions. D'accord? Très bien. Madame. Madame, on vous comprend, mais il y a des profs qui ont pu subdiviser là. أنا ما نديرهاش. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, s'il vous plaît. Voilà. Hein? Oui? J'ai pas entendu. Madame, si la réponse est A et D, on a coché A et B et D. C'est faux. أما الصباح وهي كتشرح عليكم S'il vous plaît, الله يرضي عليكم عاوتاني. يعني أنا راه ماشي quand je pose le corrigé par exemple, أنا qu'est-ce que je fais? Le corrigé, je le dépose sur le logiciel. On a le barème. Je ne pourrais pas subdiviser. Pour subdiviser, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vois pas l'utilité. Quand même, vous êtes à un niveau supérieur. Deuxième chose, même si je veux le faire techniquement, ça veut dire je dois le jour de la correction prendre toutes les copies les cas et les corriger manuellement en subdivisant la note. Moi, je vous dis que je ne vais pas le faire. Parce que vraiment, vous avez tous les moyens pour valider le module avec de très bonnes notes. Voilà. Je vous l'avais dit au départ. Je réponds à toutes vos questions, à toutes vos remarques, mais quand même, je suis un petit peu exigeante. Comme c'est un niveau supérieur. Maintenant, je fais de la banalisation à Outani. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Madame. Je passe à la question 14. Madame, s'il vous plaît. Madame. Oui. Pour la comptabilité, pour l'audit comptable et financier, est-ce que l'auditeur est censé de faire l'audit pour toute la comptabilité? C'est possible. Mais ça serait un audit général dans ce cas. Oui, comme d'ailleurs, non, c'est pas, ça dépend du mandat, s'il vous plaît, ça dépend du plan de mission. Quand par exemple, on a jugé de faire un audit général de la comptabilité, c'est possible. Mais si vous vous rappelez très bien, la démarche d'audit, l'auditeur, il peut découper les cycles. Il peut n'auditer qu'un seul cycle. Ça dit un problème au niveau de la trésorerie. Je peux ne pas auditer que les comptes de trésorerie et les comptes qui sont liés à la trésorerie. Un problème, par exemple, au niveau des dettes fournisseurs. Je peux auditer que les dettes fournisseurs avec les achats. Un problème, les stocks. Je peux auditer que les stocks. Je peux, par exemple, auditer que les IMO. Donc, tous les cas sont possibles. Est-ce que c'est clair? Nous l'avons vu, la démarche. Oui. Très bien, s'il vous plaît. Je passe à la 14e question. S'il vous plaît, un autre cours. Normalement, c'était à 14h30. Donc, laissez-moi terminer. Madame, je m'excuse. Là, s'il vous plaît, je peux retarder un peu pour l'autre groupe parce que c'est le master. Mais là, je réponds à vos questions. Rinsali le QCM et je peux te répondre. D'accord? D'accord. Très bien. Pour accomplir sa mission de détecter les anomalies, regardez bien, contre les anomalies, l'auditeur peut faire appel aux outils suivants. Alors, nous les avons vus dans les techniques outils d'audit. Des recoupements internes, des appréciations subjectives, la revue de vraisemblance, des contrôles physiques. Je vous écoute. A, C, D. Parfait. Parfait. A, C et D. Bien sûr, recoupement interne, c'est le fait de pouvoir s'informer auprès du tiers. S'il vous plaît, activer, désactiver. La revue de vraisemblance, c'est faire des comparaisons pour détecter, bien sûr, toutes les choses qui paraissent anormales. Les contrôles physiques aussi. Bien sûr, les appréciations subjectives, l'auditeur n'a pas le droit de les faire. Est-ce que c'est clair? C'est une mission totalement objective, normalement. Et dans la norme d'objectivité et d'indépendance. Donc, vous avez ici A, C et D. D'accord? Bien. Donc, la 15e question. La scalarisation des tiers ou bien la confirmation directe, là, nous l'avons vu, peut porter sur les disponibilités en banque,
les créances clients, les dettes fournisseurs, les provisions et les amortissements. Quelle est la bonne réponse? A et B, C. A, B, C. Très bien. S'il vous plaît. Parce que lorsque je parle de confirmation directe, c'est une confirmation auprès d'une tierce personne. Il y a les disponibilités en banque. Je peux bien sûr avoir cette confirmation au niveau de la banque. Les créances clients, je peux avoir la confirmation chez le client. Les dettes fournisseurs, je peux faire cette confirmation chez le fournisseur. Or, les provisions, les amortissements, elle a la confirmation qu'il y a l'entreprise. Il y a une tierce personne. Est-ce que c'est clair? Madame, si le client ne veut pas donner l'autorisation à vérifier. Normalement, bon, ça c'est une autre question. Mais normalement, le cadre général, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et parfois, on peut avoir c'est-à-dire des problèmes. Est-ce que c'est clair? Mais dans le cadre général, vu les normes d'audit, désactivez, s'il vous plaît, vos micros. S'il vous plaît, c'est-à-dire normalement, en matière d'outils d'audit, nous avons la confirmation directe. Mais bien sûr, si le client refuse ou bien le fournisseur refuse, c'est un autre cas. Mais l'auditeur, il a le droit, bien sûr, de faire des recoupements et d'avoir cette confirmation auprès des tierces personnes concernées. Et dans la plupart des cas, en fait, ni le client ni le fournisseur refusent, vu qu'il s'agit des comptabilités réciproques. Donc, dans cette question, vous avez A, B et C. Très bien. La 16e question. Madame, s'il vous plaît. L'audit. Oui. Par rapport à la question 14, est-ce que l'auditeur peut faire une technique de sondage? Bien sûr. Mais je ne l'ai pas dit dans ce cas. Anna, j'ai choisi les 3 modes. Est-ce que c'est clair? Oui. Mais bien sûr, pour pouvoir travailler, il peut utiliser la technique de sondage, là, c'est vrai. D'accord? Bien. Donc, vous avez la 16e question. L'audit du cycle achat-fournisseur, c'est ce que nous avons fait, permet de, regardez bien, montrer le risque de l'inexistence d'une procédure d'achat, montrer le risque de l'existence d'une procédure d'achat mal élaborée, montrer le risque d'une procédure d'achat bien élaborée et non respectée, montrer le risque de dépendance d'un seul fournisseur. Toutes les réponses sont Toutes les réponses, madame. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, ici, dans ce cas, c'est toutes les réponses. Et d'ailleurs, je l'ai fait exprès pour que les modalités des réponses. Voilà. Pour vous avertir, s'il vous plaît. Très bien. Donc, l'audit du cycle achat, l'inexistence d'une procédure, c'est la défaillance du contrôle interne. L'existence d'une procédure mal élaborée, c'est-à-dire c'est irrégularité au niveau du contrôle interne. C'est suite, bien sûr, je dirais, à la conformité. C'est montrer le risque d'une procédure d'achat bien élaborée, non respectée, c'est-à-dire la permanence, le personnel n'utilise pas. Et enfin, bien sûr, le risque de dépendance d'un seul fournisseur. Il y a un risque usuel, donc il doit aviser l'entreprise sur ce risque-là. Donc, pour cette question, vous avez A, B, C et D. D'accord? Très bien. 17e question. Lors d'un audit comptable et financier, l'auditeur constate une réduction importante de la valeur des stocks. D'accord? On peut parler dans ce cas du non-respect du principe de la propriété, du non-respect du principe de prudence, du non-respect du principe d'évaluation correcte, du respect du principe d'évaluation correcte. Du non-respect du principe d'évaluation correcte. Voilà, la réponse c'est. Parce que lorsqu'il parle de valeur, ça a une idée, une relation avec l'évaluation. Et lorsqu'il constate par exemple une sous-évaluation, c'est-à-dire on n'a pas respecté le principe d'évaluation correcte. Très bien. Donc c'est la réponse C. Bien. 18e question. En matière d'audit comptable et financier toujours, l'obtention des éléments probants se réalise à partir des biens et services,
système et domaine significatif, des pièces justificatives et ou bien des activités significatives. Quelle est la bonne réponse? Des pièces justificatives. Très bien, c'est la réponse C. Donc, toujours l'obtention des éléments probants, c'est à partir des pièces justificatives. Question suivante. Choisir l'ordre logique des propositions suivantes concernant les événements intervenant dans une mission d'audit. C'est ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Contrôler les comptes, accepter la mission, planifier la mission, apprécier le contrôle interne. Accepter la mission, planifier la mission, apprécier le contrôle interne et contrôler les comptes. D et A. Très bien. Donc, vous avez la bonne réponse, c'est quoi? Normalement, accepter la mission, B. C'est B, C, D. La mission, C. Apprécier le contrôle, D. Et, bien sûr, A, contrôler les comptes. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, je répète. Accepter, planifier, évaluer le contrôle interne et contrôler les comptes. Bien. Donc, dernière question. Comment on est censé de répondre à cette question le jour d'examen? Normalement, je vous donne des ordres, s'il vous plaît. D'ailleurs, ici, je l'ai oublié de le faire. Normalement, pour chaque question, c'est-à-dire, vous avez contrôlé les comptes, accepté la mission, planifier la mission, apprécier le contrôle interne. Normalement, ça doit être écrit en haut. Après, vous aurez A. Est-ce que c'est A, B, C, D? Est-ce que, par exemple, c'est B, C, D, A? Et ainsi de suite. C'est-à-dire, pour chaque choix, vous avez un ordre et vous avez choisi le bon ordre. Est-ce que c'est clair? D'accord, merci, madame. C'est bon? Non, l'ordre, je dois vous le donner. C'est-à-dire, je dois vous proposer un ordre et vous allez choisir le bon. Oui. Quelle est la bonne réponse par la question de l'auditeur? On ne peut pas considérer comme risque. Quel risque? Est-ce que la séparation des tâches ou l'absence de réparation des tâches ou la confusion des tâches? Attendez, je termine et je réponds à votre question parce que je n'ai pas la question devant moi. D'accord? Très bien. Dernière question. Madame, qu'est-ce que ça veut dire par les éléments probants? S'il vous plaît, là, je l'ai dit en cours. Revenez la probant, c'est-à-dire pour avoir l'assurance raisonnable que tout ce qu'il fait est bon normalement. C'est la force probante. Voilà, c'est la force probante, c'est en matière de preuve, s'il vous plaît. Nous l'avons vu dans le cours. D'ailleurs, c'est le dernier cours, je répète. D'accord? Alors, vous avez la définition, il faut la lire. C'est ça ce qu'on appelle normalement la force probante. OK? Très bien. Dernière question. En matière d'audit comptable et financier, afin de détecter les anomalies, l'auditeur peut procéder au rapprochement de l'actif et du passif du bilan et du CPC, des comptes de charges aux comptes de produits, du CPC aux objectifs stratégiques définis par l'entreprise. Toutes les réponses sont... Voilà. Donc, ici, vous avez A, B, C, D. C'est-à-dire, normalement, l'auditeur, il peut procéder à tous les rapprochements nécessaires, toujours pour avoir une assurance raisonnable sur la situation financière et comptable de l'entreprise. Donc, bien sûr, d'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, il peut rapprocher l'actif et le passif pour voir est-ce qu'il y a une certaine cohérence. Le bilan et les CPC, c'est la même chose. Donc, j'ai répété la même chose. Vous avez les comptes de charges au compte de produits. Par exemple, le compte, je dirais, chiffre d'affaires, vente avec les achats. Et bien sûr, il peut comparer le CPC avec les objectifs stratégiques définis par l'entreprise. Voilà. Est-ce que c'est-à-dire il traduit vraiment ses objectifs ou pas? D'accord? On ne peut pas comparer les provisions, par exemple, à autre chose. Non. Par exemple, si je vous écris provision aux amortissements, bien sûr, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Oui? Madame? Oui? Pour PSE 56. Qu'est-ce que vous avez? Je termine, je vous réponds, les PFE. Tout de suite. C'est bon, vous n'avez ça fait? Très bien. Madame, s'il vous plaît. La question que... Madame. S'il vous plaît. Madame. Ah. Madame.
niveau du capital social ou du chiffre d'affaires. C'est vrai? S'il vous plaît, j'entends rien. J'entends rien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un par un, désactivez les micros. J'entends rien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un par un, désactivez les micros. Madame, s'il vous plaît, une question qui a été déjà posée dans un examen. Il dit l'auditeur interne n'a pas le droit de considérer les risques qui n'entrent pas dans le périmètre de sa mission. C'est dans le cadre d'une mission d'assurance, ou bien dans le cadre d'une mission de conseil, ou bien les deux. C'est dans le cadre d'une mission d'assurance. On a répondu à cette question ici, s'il vous plaît. D'accord, merci, madame. On l'avait vu ici. Très bien. C'est bon? Madame. Oui. Est-ce que l'audit opérationnel est un bon fonctionnement? S'il vous plaît, pour le recoupement, c'est le rapprochement. C'est ce que je viens de vous dire maintenant. Le recoupement, soit au niveau interne de l'entreprise, je vous donne un exemple très simple. Je peux rapprocher le chiffre d'affaires comptabilisé en compta général avec le chiffre d'affaires de la compta analytique. C'est un recoupement. Mais lorsqu'on parle d'une confirmation directe, c'est-à-dire toujours, je cherche une confirmation de ce qui est au sein de l'entreprise au niveau d'une tierce personne. Par exemple, tiens, je chauffe les ventes chez l'entreprise. Je peux aller chez le client pour voir le montant des achats. Normalement, il faut avoir une conformité entre les deux. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Madame, sinon on peut dire que c'est une fraude. Madame, si l'entreprise ne possède pas une procédure interne ou bien elle a une malprocédure, est-ce que l'auditeur a le droit de rédiger une autre? Là. S'il vous plaît, normalement la procédure c'est le rôle. Normalement la procédure c'est le rôle. S'il vous plaît. La procédure, c'est le compte. S'il vous plaît, désactivez les micros. Normalement, c'est le contrôleur interne qui doit mettre en place les procédures. S'il vous plaît, le rôle de l'auditeur, c'est évaluer la procédure. S'il constate que la procédure est inexistante, c'est deux cas. Normalement, on va tirer les recommandations et c'est l'entreprise qui va engager un contrôleur interne pour mettre en place la procédure. Suivez bien avec moi ce que je dis. Mais dans certains cas, dans la pratique, l'entreprise a un auditeur en interne, d'un salarié. Donc, il peut l'engager à mettre en place les procédures. C'est-à-dire, ce que je vous enseigne, c'est ce qui doit normalement être, si vous voulez, au niveau, je ne dirais pas théorique, mais au niveau norme. Mais dans la pratique, il y a des choses que nous n'avons pas vues. Par exemple, là, de la société, un auditeur interne, je ne vais pas chercher un contrôleur interne, c'est lui qui peut faire tout le travail. C'est la raison pour laquelle ça dépend de l'organisation, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend des moyens de l'entreprise. L'entreprise, il va engager une seule personne qu'elle va appeler auditeur interne, il dit le contrôle interne, il dit le management de risque, il dit l'audit interne. Est-ce que vous avez compris? Elle chiffre la pratique. Mais normalement, sur le plan théorique et sur le plan norme, alors, on dit le manager de risque pour dire tout, on dit le contrôle interne pour dire tout, on dit l'audit interne pour dire tout. Est-ce que c'est clair? Madame, c'est le principe de séparation des tâches, non? Très bien, voilà, c'est le principe de séparation des tâches et ceci existe bien sûr dans les grandes boîtes. Mais si je prends une PME, PMI, un auditeur, là où est-ce qu'il est là, je lui donne un salaire, il peut faire tout. Est-ce que c'est clair? Madame, sur la fiabilité. Mais s'il vous plaît, si on veut parler d'une fonction d'audit dans le vrai sens du terme, l'auditeur, dans le vrai sens du terme, je dis, audit interne bien sûr, une fonction d'audit, l'entreprise. Alors, c'est une fonction qui est là, qui va évaluer et le contrôle interne et le management de risque. C'est un contrôle 3e niveau. C'est bon? Ça va? Madame? Très bien. Ah, oui? Madame, vous avez dit que le contrôle interne contrôle le fonctionnement de l'organisation. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour l'audit opérationnel? Bien sûr, bien sûr. L'audit opérationnel, le fait qu'il va évaluer le contrôle interne relatif à une fonction donnée, il peut aider au bon fonctionnement de l'entreprise ou bien de l'organisation. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Merci beaucoup. Bien, je vous en prie. C'est bon, s'il vous plaît? Madame,
Au niveau de la question, au capital. S'il vous plaît, vous parlez tous à la fois, j'entends rien. S'il vous plaît, je vais prendre 2 dernières questions et je vais arrêter. S'il vous plaît, un par un, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Madame. J'entends rien, s'il vous plaît. Au niveau de la question 20, si on a oui. Madame. S'il vous plaît, laissez. Si on a un rapprochement des chiffres d'affaires au capital social. Oui, c'est juste. Est-ce que la réponse est juste? Bien sûr, c'est juste. Est-ce qu'il y a, parce que vous, comment vous allez juger, est-ce que c'est juste ou bien c'est faux? Vous allez analyser la relation. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux ou pas? Bien sûr. Parce que si le chiffre d'affaires il est trop réduit, le capital social énorme, c'est une anomalie. Et l'inverse est vrai. Donc, normalement, qu'est-ce qui génère le chiffre d'affaires? C'est le capital. Donc, toujours pour dire est-ce que c'est le rapprochement est correct ou là, regardez où il y a une corrélation entre les deux. Par exemple, l'actif et le passif, où il y a la corrélation ou là? Elle est là. Si je prends le bilan et le CPC, est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ou non? Si je prends les comptes de charges et les comptes de produits, oui, est-ce qu'il y a une corrélation? Si je prends le CPC avec les objectifs stratégiques, parce que le CPC traduit l'activité de l'entreprise. Mais si je vous dis, par exemple, amortissement-provision, est-ce qu'il y a une corrélation là? Est-ce que c'est clair? Mais le chiffre d'affaires et le capital, c'est juste. D'accord? Très bien. C'est bon? Madame, au niveau du question DS. Oui. La dérogation le principe de clarté. Vous parlez deux à la fois. Un par un, s'il vous plaît. Madame, la dérogation du principe de clarté. Qui dit que tu comparer et lequel montant n'est pas important.